j'accueille aujourd'hui Dominique de Montvalon pour parler de la politique intérieure française qui connaît de nombreux soubresauts en ce moment. Il est vrai que la perte de la majorité absolue met le gouvernement et la majorité en difficulté à l'Assemblée nationale. Il y a eu toutes sortes de péripéties. Alors revenons là-dessus, s'il vous plaît, Dominique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'événement le plus marquant de ce début de séance, de ce début de saison à l'Assemblée nationale? J'ai envie de reprendre au vol, au mot, ce que vous venez de dire. C'est la confirmation spectaculaire à l'Assemblée et au Parlement en général que le président de la République n'a plus de majorité absolue. Je me permets tout de suite d'ajouter quelque chose. Les premiers débats et échanges qui ont eu lieu, les premiers votes aussi, ont permis de voir qu'il n'y avait pas non plus de majorité alternative. Il n'y a pas une autre majorité absolue en pointillé. Les amis de Jean-Luc Mélenchon ont essayé de s'en persuader. Naturellement, quand ils disent ça, c'était sous leur bannière, sous leur drapeau, eux-mêmes conduisant cette hypothétique balle. Mais on s'aperçoit qu'il y a effectivement un mélange de situations diverses, contradictoires, qui ne débouchent pas sur une alternative. Mais je reviens sur l'essentiel par rapport à votre question, c'est la confirmation qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc au fond, il s'agit pour Emmanuel Macron et ceux qui le suivent, et sa première ministre, d'essayer de trouver les chemins qui leur évitent l'enlisement, mais qui ne leur permet, la situation ne leur permet pas d'agir avec, quelquefois c'était le style d'Emmanuel Macron, l'autorité un peu abrupte qui était la sienne. On est dans une situation, on avait déjà eu l'occasion de le pressentir quand nous avions discuté de cela il y a quelque temps, on est dans une situation floue, incertaine et qui génère de la nervosité, une assemblée écartelée, divisée, morcelée, pas de majorité absolue. J'ai envie de dire, pour faire un mot, pas d'opposition absolue non plus. Enfin, si, il y a des oppositions, mais on va où là? Ça tiendra peut-être jusqu'au bout du mandat. C'est pas sûr. Il y a un changement d'atmosphère considérable par rapport au quinquennat précédent, parce que à l'époque, c'était quasiment le calme des cimetières qui régnait dans cette assemblée, où tout passait comme une lettre à la poste avec cette super majorité du président. Et maintenant, ce ne sont que invectives, hurlements, suspension de séance, évacuation de la salle. Il y a un changement, oui, pour le moins d'atmosphère, comme vous dites, Bernard, qui est impressionnant, qui est spectaculaire, qui est d'ailleurs préoccupant, parce qu'on ne sait pas jusqu'où, à partir du moment où s'enclenchent ces surenchères verbales, cette agressivité, et plus encore, on ne sait pas où, de semaine en semaine, ça peut nous conduire tous. Effectivement, pas de majorité absolue, pas d'opposition cohérente, puisque les oppositions additionnées sont très fortes, mais les oppositions additionnées, c'est un concept qui n'a pas de sens. Ils peuvent pas se retrouver ensemble, sauf, même pour le vote d'une motion de censure, on vient de le voir à l'Assemblée, les amis de Mélenchon se sont trouvés, tout compte fait, gênés, un peu vexés, et plus que ça, de voir arriver les amis de Marine Le Pen votant ponctuellement la motion de censure qu'ils avaient déposée et qui, de toute façon, n'a pas obtenu le nombre de voix qui était requis. Est-ce que c'est un bon coup, en quelque sorte, de Marine Le Pen d'avoir soutenu cette motion de censure? Je me suis demandé, pour tout vous dire, ça devient tellement compliqué que j'en perds ce que je connaissais de latin. Même pour vous. Mais je me suis demandé quel était l'objectif. Il y a plusieurs types d'interprétations. Je crois avoir compris que l'objectif était de démontrer, à l'occasion de ce... Donc, rappelons de quoi il s'agit. Une motion de censure, il y en a eu d'autres, aucune n'est passée, mais une motion de censure déposée par la NUPES, comme on dit, c'est-à-dire le groupe qui réunit les amis de Mélenchon et quelques alliés de circonstance comme ceux qui restent du Parti socialiste, ça ne nous mène pas très très haut d'ailleurs.
Et ils ont appris que Marine Le Pen avait décidé, avec ses amis, de voter cette motion de censure. Alors, ce n'était pas un ralliement aux thèses de Jean-Luc Mélenchon, et encore moins un ralliement à son leadership potentiel, certainement pas. Je pense qu'il s'agissait... on est obligé de chercher des interprétations un peu compliquées, voire un peu tordues, mais il s'agissait de démontrer que le groupe LR, qui n'est pas le groupe majoritaire, loin s'en faut, même dans l'opposition, mais qui existe et qui potentiellement, le jour venu, sait-on jamais, en 2022, peut ressurgir, se regonfler et devenir une force d'alternance. En tout cas, il n'est pas négligeable, même s'il n'est pas majoritaire, j'insiste là-dessus. Il s'agissait de démontrer que ce groupe-là ne voterait pas la censure, et donc, immédiatement, on disait, ils sont complices de Macron, des macronistes, ils lui sauvent la mise. Bon, qui aurait imaginé je ne comprends pas très bien le lien entre Marine Le Pen et le groupe LR, là. Si, parce que... Non, vous avez raison de me reprendre. Votant la motion de censure n'est pas passée. Elle a recueilli techniquement, arithmétiquement, un nombre de voix important, mais elle n'est évidemment pas passée. Alors, on oublie au passage que la cohérence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a un fond populiste, mais en dehors de ça, c'est la contradiction totale. Non, l'idée, c'est de dire, il manquait... Je crois que c'était quelque chose comme une 50aine de voix. Ces 50 voix, si vous, du groupe LR, c'est-à-dire la droite traditionnelle, aujourd'hui réduite, peut-être définitivement, peut-être est-ce une phase de transition, mais enfin en tout cas minoritaire. Si vous aviez accepté de voter, vous aussi, en gardant vos convictions, cette motion de censure, eh bien le gouvernement était en échec. Oui, c'est un peu tordu. Au passage, imaginons ce scénario-là. Ça aurait donné quoi? Une motion de censure qui aurait été signée et votée, en tout cas, par les amis de Mélenchon, les amis de Marine Le Pen, les amis, alors je vais dire qui, de Laurent Wauquiez, enfin, virtuellement, etc. Et arithmétiquement, si ça avait été le cas, c'est pas le cas, mais ça aurait fait une majorité sur le papier, ça n'aurait correspondu à rien. Bon, voilà. Mais je sais pas, vous voyez, quand on s'interroge, je n'ai peut-être pas la bonne réponse à votre question, mais quand on s'interroge comme ça sur des trucs aussi tordus, aussi compliqués, tout le monde était sidéré. Et d'ailleurs, quand Marine Le Pen a annoncé juste avant le vote qu'avec ses amis, ils allaient voter la motion de censure déposée par Mélenchon et ses amis, enfin Mélenchon, il est plus député aujourd'hui, mais enfin je veux dire les mélenchonistes, bon, tout le monde le mot a été utilisé à juste titre, sidéré. Mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle calcule, où est-ce qu'on en est? On joue petit bras pour être poli. Ouais. Alors attendez, je voulais aussi vous poser une question concernant Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il se répand beaucoup, il s'agite beaucoup. Enfin, c'est le Macron tel qu'on le connaît. Mais là, il semble être dans une passe vraiment très difficile. Comment peut-il s'en sortir? Il a vraiment du mal à gouverner. Il a de nombreux problèmes devant lui. Il y a l'immigration, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a une quantité de problèmes, les questions de santé, des questions, la réforme des retraites. Et lui est dans le verbe permanent, mais on n'avance pas sur les problèmes. On avance peu, et quelquefois on n'avance pas, vous avez raison. Mais la belle affaire, il n'a plus de majorité absolue. Les paroles s'envolent, en tout cas ne suffisent pas. Et effectivement, on est dans une situation qui se résume à une question. Parviendra-t-il à faire que le mandat des députés aille jusqu'à son terme au prix de compromis, de concessions vous pensez à une dissolution ou bien, vous avez prononcé le mot, vous m'avez devancé de 2 secondes, ou bien y aura-t-il dissolution? C'est possible? Enfin, je veux dire, c'est possible techniquement. Attendez, dans la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est possible. Parce que, je le dis au passage, en plus, on est dans une situation européenne, dans une situation mondiale. Situation mondiale, pour le dire d'une phrase, où les rapports de force sont en train de se modifier profondément. Vous qui êtes un grand spécialiste de la
politique étrangère, comme on dit, enfin qui devient la politique de tout le monde. Hein. Les rapports de force se modifient profondément, jusqu'à quel point on le verra. Il y a la guerre Russie-Ukraine. Nous sommes dans une situation de grand danger. Et puis il y a une situation européenne, on peut le mentionner là, quitte à y revenir, mais une situation européenne où quand même l'Europe unie, elle brinque-balle, hein, et elle est alors, telle que nous l'avons connue, telle qu'elle a été construite finalement de fil en aiguille depuis 40 à 50 ans, elle est en train de, non pas de se disloquer, mais alors... Même la relation franco-allemande. Même la relation franco-allemande. Alors pour revenir juste sur ce que vous disiez, dans un contexte pareil, on ne peut pas exclure, je ne dis pas qu'il faut le souhaiter, mais on ne peut pas exclure l'hypothèse de la dissolution, dont je dis au passage que... ce qui en sortirait est absolument imprévisible. Hein. S'il y avait dissolution, nouvelles élections, qu'est-ce qui en sortirait? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on est dans une phase où les uns et les autres, c'est-à-dire Emmanuel Macron que vous avez cité, le gouvernement, les oppositions, Mélenchon, Marine Le Pen, le groupe LR, à ne pas négliger, hein, prennent à témoin les Français de leur positionnement. C'est quelquefois assez compliqué d'expliquer pourquoi on est du côté de Marine Le Pen et on vote Mélenchon. Enfin bon, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une situation qui est... Non, la situation est imprévisible et le sol tremble. Il faut rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent que le pouvoir de dissolution du président, c'est un peu comme le 49-3. C'est pas une mitrailleuse, on ne peut pas en abuser. Non. Mais Bernard, vous avez tout à fait raison pour le 49.3, qu'on ne peut pas faire à répétition. Ouais. Mais c'est d'autant plus vrai pour la dissolution que la dissolution, c'est l'arme atomique. Oui. Hein, c'est l'arme atomique, c'est-à-dire on ne peut pas dissoudre et redissoudre. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans l'hypothèse. Si le premier résultat me plaît pas, je peux. Attendez. J'ose dire modestement comme journaliste que, imaginons qu'il y ait une dissolution, une nouvelle assemblée surgit, la nouvelle assemblée ne me convient pas, le problème n'est même pas, de mon point de vue, de savoir si constitutionnellement le président pourrait de nouveau dissoudre très rapidement. Le problème est que ça ne serait pas admis par les Français. Hein. Autrement dit, on l'a vu prenons un exemple resté dans les mémoires, avec Chirac et Villepin. Sur la foi de sondages, qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous d'ailleurs, mais sur la foi de sondages à l'époque, ils dissolvent les dissolutions de l'Assemblée nationale et l'affaire leur est revenue en boomerang. Non, c'est une arme atomique. Atomique, enfin je ne veux pas abuser du mot dans le contexte actuel, mais contexte international actuel. Mais c'est une arme dangereuse, forte, mais c'est aussi un boomerang, tout simplement. Oui. Ça peut être un boomerang. On peut penser quand même que Emmanuel Macron attendra encore quelque temps avant de l'utiliser. Attendez, a priori, on ne sait jamais. Hein, il a un goût... pas inconsidéré, mais un goût fort pour prendre les gens à contre-pied et jouer de l'effet de surprise. Mais là, attendez, ce serait grave. Ce serait grave, et j'imagine qu'il le sait, ce serait grave de jouer avec les dissolutions dans le contexte actuel. Mais ce scénario-là, je ne le privilégie pas, mais je ne l'écarte pas parce que tout tremble, tout bouge, et les semaines qui passent ne facilitent pas les choses et un examen serein des données. Et quand même, dans la Ve République, on a déjà connu plusieurs cohabitations. Quand ça a surgi la première fois, la cohabitation, ça a surpris, parce que finalement, ça a marché, la cohabitation, dans les règles, avec une opposition claire et nette face à un président qui est battu mais respecté dans ses fonctions régaliennes et institutionnelles. Mais là, non, c'est très difficile. Hein. Ce qui se passe là est très explosif. Et je répète, j'aimerais dire autre chose, mais je trouve ça assez angoissant. Par exemple, là, avec la situation dont on parle à l'Assemblée, est-ce qu'il est possible de faire avancer certains dossiers? Alors, par exemple, celui des retraites.
Ces fameuses histoires du dossier des retraites, je dirais, l'idée, sauf chez Mélenchon, l'idée qu'il faille faire réformer le régime des retraites et que c'est indispensable pour l'intérêt national, c'est une idée assez partagée. Maintenant, la déclinaison concrète, chacun a son idée, à quel moment les gens doivent partir en retraite en fonction de leur entrée dans la vie active, etc. Enfin, tout ça est l'objet de beaucoup de discussions. Et puis, ce dossier est pollué par le fait qu'il traîne depuis des mois, sinon presque des années. En tout cas, on en parle, on pourrait aller bien au-delà. Mais en tout cas, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, il est question de ce dossier des retraites. Va-t-il tenter le tout pour le tout en prenant à témoin l'opinion sur ce dossier des retraites ? Référendum possible ? Énorme risque. Parce que je ne veux pas être, à mon tour, c'est l'air ambiant, négatif ou pessimiste ou restrictif sur tous les sujets, mais le référendum, c'est quand même la possibilité qu'il soit détourné de son objet pour autre chose. Oui. Alors, je prends un référendum, c'est déjà vérifié, mais un référendum, celui qui a amené De Gaulle à quitter le pouvoir. Il avait joué le tout pour le tout. Hein. C'était une réforme régionale qui, avec le recul, paraissait ou aurait dû apparaître comme dérisoire. Mais aucune importance. C'était après les événements de 68 et tout. Aucune importance. Une majorité de Français, venus de la gauche, de la droite, du centre, etc., une majorité de Français voulait, entre guillemets, se débarrasser, enfin voulait en tout cas que le général quitte le pouvoir. Giscard d'Estaing et d'autant plus qu'il y avait une alternance, une alternative. Oui. Il y avait Giscard qui se profilait à l'horizon, mais il y avait d'abord Pompidou, immédiatement là. Hein. Non, un référendum serait une prise de risque, mais j'ai de l'ancienneté dans le journalisme politique, comme vous savez, mais là, je suis obligé chaque fois de me rappeler que je n'ai jamais vécu, ou comme journaliste, jamais vécu des situations comme celle-là. Parce qu'en plus de ça, les Français sont nerveux parce qu'ils se demandent s'ils seront suffisamment chauffés cet hiver, ils se demandent si le pétrole, jusqu'où montera le prix du pétrole et de l'essence pour leur voiture. Il y a quand même des facteurs de nervosité, d'anxiété et d'incertitude qui rendent les choses très difficiles. Donc, si quelqu'un, en l'occurrence ce serait le président de la République, tente une opération référendum, ou une opération, on l'a dit tout à l'heure, dissolution, dans les deux cas, il prendrait des risques énormes. Mais bon, sait-on jamais ? Alors il a choisi comme premier ou première ministre Elisabeth Borne, qui est une haut fonctionnaire, qui n'est pas une femme qui a fait une carrière purement politique. Et que pensez-vous du fonctionnement de ce duo à la tête de l'État ? Est-ce que c'est un vrai duo ou est-ce que finalement Madame Borne ne fait qu'exécuter, comme secrétaire général par exemple, les volontés du président ? Écoutez, on a dit quand son nom est apparu, qui a surpris. Oui. On a dit globalement tant de mal d'elle, ou en tout cas on a manifesté globalement un tel scepticisme que je commencerai par dire qu'elle tient la route. D'ailleurs, elle a quand même un savoir-faire, de haut fonctionnaire quelque part, et avec une petite coloration politique. Mais ce qui est clair, c'est que même s'il n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée, Emmanuel Macron continue de se conduire comme il se conduisait quand il avait une majorité absolue. C'est lui. Alors en même temps, jusqu'à un certain point, c'est logique, mais il n'y a pas d'autonomie supplémentaire, bien au contraire, pour Elisabeth Borne par rapport à son prédécesseur. Avec Emmanuel Macron, c'est la Ve République dans la dimension gaullienne, autoritaire. Le Parlement existe, mais
je force un peu le trait, mais parfois c'est vécu comme ça, hein, beaucoup le vivent comme ça. Le Parlement avalise. Mais il y a quand même une grande différence avec le général de Gaulle parce oui, que... j'ai pas dit que c'était le général de Gaulle. Oui, non, mais une grande différence avec le général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle ne se mêlait pas de tout. Il confiait Absolument. la responsabilité des différents secteurs à ses ministres et n'intervenait que ponctuellement. Tandis que là, c'est pas du tout la même chose. Non, vous avez tout à fait raison. Mon parallèle avait de toute façon immédiatement des limites et vous en soulignez en plus l'importance de ces limites. Et je partage totalement votre appréciation. Non, c'est tout à fait clair. Il y avait quel était l'homme clé à Matignon sous De Gaulle? Il y en a eu plusieurs, hein, mais à la fin il y avait Couve de Murville, mais il y avait l'homme clé qui incarnait Matignon sous De Gaulle, c'était Pompidou. Hein. Pompidou, il existait. Oui. Il avait une autonomie. Il avait une autonomie de réflexion, de pensée. Je ne veux pas dire qu'Elisabeth Borne n'a pas d'autonomie de réflexion, de pensée, mais on en est très loin. Voilà, on en est très loin. Parce qu'au-dessus, Emmanuel Macron se mêle de tout. Et le risque pour lui, il est aux commandes comme ça, avec quelquefois des succès indéniables. On ne va pas reprendre tout le bilan de son truc, mais c'est l'usure. C'est l'usure. Il fatigue. Hein. Ça nous amène ça m'amènerait, je ne veux pas vous compromettre, ça m'amènerait à crédibiliser effectivement l'hypothèse d'un coup. Hein, référendum, dissolution. Parce que comment va-t-il pouvoir tenir avec le poids de ce que représente l'État et puis en plus, il est sur tous les fronts internationaux, partout. Il y a quelques jours, il rencontrait la nouvelle première ministre italienne. Enfin, il vient de déjeuner avec le chancelier allemand. Enfin, il y a, comme vous l'avez dit, il n'y a pas, vous le savez mieux que moi, beaucoup de difficultés entre la France et l'Allemagne. Or, ce couple franco-allemand, c'était l'axe de la construction européenne depuis 40 ans. C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou s'il y a de la tension là, ce serait ou c'est, pas s'il faut mettre ça au conditionnel ou au présent, hélas, c'est un signe inquiétant. Ce serait un signe inquiétant. Mais vous savez, une des raisons aussi de ce désamour entre la France et l'Allemagne, c'est que les Allemands considèrent que la France n'est pas gérée de façon convenable. On laisse filer le déficit, on a des problèmes de financement de tous les côtés. Les dépenses quotidiennes françaises, elles sont financées par l'emprunt. C'est quand même une alors, il y a effectivement, vous avez deux gros problèmes. Si on parle de... Alors, je vous suis tout à fait dans ce que vous dites de la réaction allemande qui est partagée par d'autres qui ne sont pas allemands. Oui. Mais il y a les déficits français, le déficit français qui est devenu considérable, le poids de l'État, d'un État à la fois pas assez présent sur certains terrains, j'y viens, et en même temps obèse, quelque part. C'est trop et pas assez, etc. Trop de dépenses publiques. Et trop de dépenses publiques. Et en même temps, ce qui nous amène quand même à évoquer l'État sous cet angle-là, il y a des problèmes, par exemple, de sécurité qui sont très présents dans la tête dans la tête de beaucoup de Français. Alors, on peut dire aussi que le dossier de l'immigration, alors ça peut être élargi à d'autres pays d'Europe, hein, mais c'est aussi un grand problème. Et après, on peut s'en désoler, trouver que c'est excessif, que la façon dont certains le traitent est un peu démago ou démesuré, etc. Mais c'est un problème. Je prends par exemple le problème des mineurs, isolés, non accompagnés, isolés, qui sont d'ailleurs... Je ne ramène pas tout le problème de l'immigration à ça, mais c'est un problème qui a monté, puis il faut donner un truc... Il faut évoquer une chose concrète quand on parle d'immigration. Donc j'évoquerai par exemple celui-là. Ce sont d'ailleurs des vrais et des faux mineurs, hein, quelquefois. Ils disent qu'ils ont 16 ans ou 15 ans, ils en ont 21. Enfin bon, bref, on le sait. Et on ne sait pas comment faire. Alors, ça traîne depuis des années et ça s'accentue. Et ça s'accentue. Autrement dit, on a une situation d'un pouvoir affaibli, je reviens à la France, d'un pouvoir affaibli, d'une majorité qui n'existe pas à l'Assemblée. Je ne dis pas qu'à un cas, c'est comme ça, qu'à un cas,
les choses avancent à l'Assemblée, on verra, mais c'est beaucoup plus laborieux et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une ambiance épouvantable, enfin en tout cas par moments épouvantable. Mais en plus, il y a tout ça au moment où il y a des problèmes d'une gravité, le déficit, certains aspects du dossier de l'immigration, la sécurité au quotidien, vécue et ressentie par beaucoup de Français, donc c'est compliqué. Hein. Eh bien, c'est compliqué, oui, et ce sera notre conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique de Montvalon. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et à bientôt.